Aujourd'hui, rendons hommage à celui qui a alimenté bien des fois nos vidéos. Un petit bonhomme moustachu qui prendra sa retraite dans un mois tout pile, bien au-delà de l'âge légal. Il lui reste donc un mois pour faire chuter une dernière ministre, Amélie Oudéa-Castéra, et ainsi partir en paix. Reste in peace, petit ange parti trop tôt. Bonsoir à toutes et à tous, on est le mercredi 14 février, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper de l'actu, et si vous voulez nous faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin, eh bien ça se passe sur notre Tipeee. CNews, la chaîne de Zemmour, Pro et Hanouna, va-t-elle être dégagée du canal 16 de la TNT? Eh bien c'est un scénario de plus en plus envisagé par les autorités de régulation. La chaîne, détenue par le milliardaire Bolloré, ne respecte pas la pluralité des opinions. Bon, ça on l'avait tous remarqué. C'est devenu une chaîne d'opinion qui répète encore et encore le même discours. Sauf que théoriquement, c'est une chaîne d'information en continu. C'est comme ça que son ancêtre iTélé a obtenu l'accréditation TNT qui lui permettait de diffuser sur le canal 16. Reporters sans frontières avait appelé le Conseil d'État à agir en avril 2022, et ce dernier vient d'ordonner à l'Arcom, l'autorité de régulation, une réexamination sous 6 mois de son contrôle de la chaîne. C'est donc une décision historique saluée par l'ONG, d'autant que le Conseil d'État a reconnu le manque de pluralisme de la chaîne. Rendez-vous donc dans 6 mois. Bon, le risque pour la chaîne, c'est pas d'être interdit de télévision, mais que le canal 16 soit réattribué à une autre chaîne d'information, reléguant CNews dans les fins fonds du PAF, là, vers les canals 100, 200 ou 300 que personne ne regarde. Bon, à part évidemment la chaîne 350 de la Freebox, où le Canard réfractaire est diffusé, évidemment. Si ça arrivait à CNews, forcément les audiences chuteraient et Bolloré réduirait les financements. Alors pour vous, est-ce que l'Arcom doit réattribuer la chaîne 16 à une vraie chaîne d'information en continu? Vous pouvez nous dire ça en commentaire. Côté agriculteur, les actions reprennent doucement. Bon, la coordination rurale a planifié une attaque de plusieurs banques et dans l'Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou, les tracteurs sont sortis, mais cette fois sans syndicat. Des agriculteurs ont saisi de la nourriture provenant d'un camion de l'étranger pour la redistribuer au Resto du Cœur. Le seigneur de l'agriculture Arnaud Rousseau, millionnaire, gérant d'immenses entreprises industrielles et président de la FNSEA, est passé dans les médias pour faire de la langue de bois. Bon, en gros, il demande au gouvernement d'aller plus vite sans jamais vraiment être précis. Pour rappel, le salon de l'agriculture commencera le 24 février. En attendant, les dépôts pétroliers de Lorient et Brest vont être débloqués par les artisans du PTP après 20 jours de blocage. Ils ont obtenu des réductions sur le gasoil non routier. 20% des stations d'essence du Finistère sont aujourd'hui à sec. Autre affaire qui fait notre actu réfractaire, c'est le géant états-unien Amazon qui va s'occuper, écoutez bien, de la planification et de la maintenance des centrales nucléaires. Un contrat à 860 millions qui met à disposition sur les serveurs états-uniens de la firme les données sensibles de nos centrales nucléaires françaises. Le Canard enchaîné qui a révélé l'affaire parle de contrats secrets entre les deux entreprises. Bon, Bruno Le Maire, lui, il dit que c'est légal, donc y a pas de souci. Mais on rappelle que EDF est une entreprise publique et hautement stratégique. Et avant de parler de ce qui se passe sur le continent africain, on va parler sport. Déjà, les médailles des JO de Paris vont contenir des fragments de la Tour Eiffel. Elles seront chacune composées de 18 grammes de métal issus d'anciens éléments de la tour. Au total, 91 kilos de ce métal seront utilisés. Et qui va en profiter? Devinez. C'est la maison Chaumet, des grands artisans sûrement, dont l'entreprise est la propriété du groupe LVMH de Bernard Arnault. Mais il n'y a pas que ça comme actu sportive. Les États-Unis ont vécu un jour historique dimanche avec leur foot bien à eux. Bon alors le foot ricain, contrairement aux apparences, bon déjà il n'y a pas Mbappé dedans, c'est juste des États-Unis qui se rentrent dedans, enfin voilà, comme ça en gros. Et pourtant, ils ont été nombreux à regarder ça. La dernière édition du Super Bowl, organisée le 11 février à Las Vegas, a été suivie par 123,4 millions de téléspectateurs aux États-Unis. C'est ainsi devenu l'événement le plus regardé depuis le voyage sur la Lune en 1969. Bon, et la seule qui a regardé ça dans notre équipe, c'est Debbie, notre journaliste d'investigation, qui a dit qu'il y avait des belles passes. Des passes à la main. Ouais, alors que c'est pas du basket, donc ouais, pas de Wemby pour plaquer un quadruple double. Le prix moyen d'un ticket pour la dernière édition du Super Bowl, c'était de plus de 9800 $. Le record, il était jusqu'alors de 7064 $ pour l'édition de 2021. Alors qu'en 2000, le prix moyen d'un billet pour le même événement, c'était de 330 $. Signe donc d'un certain embourgeoisement du Super Bowl états-unien, alors qu'on le rappelle, le ticket pour voir Guingamp au Roux-de-Roux, c'est à peine 15 €. Kanye West a déboursé 7 millions de $ pour pouvoir
diffuser un spot publicitaire de 30 secondes lors du match. Et bon, en fait, il se filme juste lui-même dans sa voiture à dire aux gens d'aller sur un site de fringues. Oui, sa marque Weezy, qui a remporté 20 millions de dollars en 24 heures. Comme quoi, c'est rentable. D'ailleurs, le lobby pro-État israélien a lui aussi payé quelques millions pour une pub au Super Bowl. Et ça, alors que les bombardements à Rafah se renforcent. On en parlait hier, la ville située à l'extrême sud de la bande de Gaza est le dernier refuge pour plus d'1 million de Palestiniens. En tout cas, ce soir, c'est le PSG qui se fait éliminer encore une fois de la Ligue des Champions dans un scénario dramatique contre la Real. Ouais, c'est la saison des larmes parisiennes, comme tous les ans. Ça, c'est un spectacle qui vaut le coup pour la Saint-Valentin. Bon, on doit faire notre mea culpa, on en a pas encore parlé, on sait pas ce qu'on a foutu, mais est-ce que vous avez écouté le dernier album de Booba? Eh bah ouais, on va faire un point culture là-dessus. L'album, il était pas attendu, Booba avait pourtant dit qu'il se mettait à la retraite. Mais tout ça, c'est pour mieux nous surprendre avec Ad Vitam Aeternam. Une pépite de 10 titres pour 30 minutes. Alors, allez hop, on va écouter ça tout de suite après cette vidéo, surtout 6G. Enfin, ça, c'est Ellie qui le dit. Vous avez regardé la Coupe d'Afrique des Nations ? Le mercredi 7 février, le Congo a perdu sur le terrain, mais a fait passer un message. Une main devant la bouche, l'autre contre la tempe comme un pistolet. Tous les joueurs de l'équipe de foot de la République démocratique du Congo, la RDC, mais aussi l'entraîneur et les supporters dans les gradins, ont pris la même posture au moment de leur hymne national. Un geste pour attirer l'attention du public international qui regarde cette CAN pour dénoncer les atrocités que vivent des millions de Congolais depuis plus de 25 ans, et là particulièrement au vu des massacres et des milliers de déplacés jetés sur les routes dans le silence international. À Kinshasa, la capitale de la RDC, de grandes manifestations ont eu lieu ce lundi 12 février devant les ambassades des pays occidentaux. Des drapeaux états-uniens ont été brûlés, mais aussi des drapeaux belges, ancienne puissance colonisatrice de l'actuelle RDC de 1879 à 1960. La manifestation dénonçait l'inaction de ces pays qui se proclament démocratiques, mais qui ne font rien pour faire cesser les exactions du groupe paramilitaire M23 dans l'est de la RDC depuis le mois d'octobre. Le groupe M23, sans doute soutenu par l'armée rwandaise, chasse des familles des villages à coups de bombes et de colonnes de soldats lourdement armés. En face des M23, les militaires congolais se battent dans d'extrêmement mauvaises conditions. En octobre, selon le témoignage d'un militaire au journal Le Point, les soldats n'ont pas de gilet pare-balles, pas de jumelles, et quand on tire une bombe, ils en tirent 50 sur nous, disait-il. Et ce témoignage date du mois de novembre. Vous pouvez seulement imaginer comment la situation s'est dégradée depuis. Bon, on a fait une vidéo détaillée sur notre chaîne principale, le Canard Réfractaire, pour expliquer la guerre des minerais très stratégiques qui se passe là-bas. Le lien se trouve en description, et évidemment on vous tient au courant de l'évolution et de la situation, et dites-nous si on passe à côté de quelque chose dont vous voudriez qu'on parle. Allez, la suite, restons sur le continent africain et allons un peu plus au nord, dans le Sahel. L'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina, font de la création d'une monnaie commune un objectif affiché. Alors, quelles en seraient les conditions? Déjà, il s'agirait de quitter l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend 8 pays membres. Et ces 8 pays ont pour monnaie commune le franc CFA. Ce franc CFA, par l'intermédiaire du conseil d'administration des banques centrales, est en partie géré par la France, qui participe à la définition du contenu des politiques monétaires et donc de l'économie de ces pays. C'est pour cela que le Mali, le Niger et le Burkina veulent se débarrasser du franc CFA pour pouvoir développer leur propre économie. Une sortie de l'UEMOA impliquerait la perte d'accords de libre-échange et de libre circulation des biens et des personnes dans cet espace, qui ont jusque-là permis de limiter les conséquences économiques et humaines de la sortie de la CEDEAO, de la lutte antiterroriste à laquelle ils font face dans le Sahel. Bon, ça c'est les arguments des économistes occidentaux pour dire qu'une sortie de l'UEMOA serait impossible pour maintenir l'équilibre économique des pays du Sahel. Et ensuite, la création d'une monnaie implique de posséder d'importantes réserves de change afin d'assurer à la nouvelle devise une certaine stabilité. Bon, le Mali, le Niger et le Burkina n'en disposent pas pour le moment, mais possèdent des matières premières, notamment l'or, le pétrole et l'uranium, qui permettraient de jouer un rôle de garantie. Le Burkina Faso s'est lancé d'ailleurs en novembre dans la construction de sa première raffinerie d'or. L'usine devrait avoir une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or pur. Et la mise en service est prévue dans 11 mois. De même pour le Mali, qui va accueillir une raffinerie d'or construite par les entreprises russes. Et là encore, si vous souhaitez refaire un petit tour d'horizon de la situation au Sahel, nous avons sorti il y a quelques mois une vidéo sur le Niger et le coup d'état militaire. Et ben voilà, c'est fini pour ce soir. N'oubliez pas de visiter notre Tipeee, ça sera toujours mieux investi qu'une rose qui va faner dans 3 jours, puis en plus c'est pas la saison. Et n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour remercier Kuro qui monte exceptionnellement cette vidéo de l'actu. On se revoit demain 19h et puis voilà, passez une bonne soirée. Ciao!